En B, on va analyser une situation un peu plus intéressante. Supposons maintenant qu'on a deux astronautes qui poussent sur le satellite à des angles différents, tels que représentés sur le croquis. Vous pouvez vous demander comment on fait pour pousser si on est dans l'espace. En fait, c'est un très bon questionnement. Parce que sur Terre, généralement, pour pousser un objet, on a besoin d'être ancré sur le sol. On a besoin du frottement statique, c'est-à-dire l'adhérence entre nos semelles, la semelle de nos souliers et le sol pour pouvoir pousser un autre objet. Alors, eux autres, ils n'ont pas accès à ça, bien sûr. Donc, eux autres, ce qui leur permet de pousser, c'est leur propulseur portatif là, qui se trouve dans une espèce de sac à dos qu'ils portent. Donc, c'est une espèce de petite mini-fusée qui les pousse et qui leur permet à leur tour de pousser le satellite. On a représenté ces forces-là dans le DCL à droite. Il y a une modification toutefois que je vous invite à apporter sur le DCL. Plutôt que de faire l'axe XY à un endroit quelconque, je vous propose de le tracer directement avec l'origine à l'endroit où se trouve le point, tel que j'ai représenté en rouge ici. Techniquement, c'est pas une erreur de mettre le DCL à un endroit quelconque comme ça, parce que c'est vraiment l'orientation des axes qui compte, puis en fait, si vous regardez l'orientation des axes, c'est la même que celle que moi j'ai choisie. Mais, honnêtement, je pense que les axes que moi j'ai tracés, ça va vous aider en fait à trouver les composantes plus facilement. Alors, on dit que le premier astronaute exerce une force de 36,3 newtons et le deuxième astronaute fait une force de 41 newtons. L'angle entre les deux forces est de 32 degrés et on demande quelle est la force résultante maintenant sur le satellite. Alors, on va prendre la méthode là, qui avait été proposée précédemment. Première étape, on va identifier l'information recherchée. Ce qu'on cherche, c'est la force résultante sur le satellite, donc FR, égale point d'interrogation. Donc ça, c'est un code pour dire c'est ça qu'on cherche. Mais en fait, si on nous demande la force résultante, n'oubliez pas, la force, c'est un vecteur. Donc, un vecteur contient deux informations, le module et l'orientation. Si on donne juste le module, on donne juste une réponse sur deux. On a besoin des deux réponses. Donc, le module et l'orientation. C'est ça ici, θr, c'est l'angle de la force résultante. On a vraiment besoin de ces deux informations-là pour définir complètement le vecteur force résultante. Ensuite, étape 2, on sort toutes les données numériques qui sont fournies de manière implicite ou explicite. Donc, le 36,3 newtons, ça c'est donné explicitement. F2 égale 41 newtons, c'est donné explicitement. Les angles des forces, c'est pas donné explicitement, mais ici, arbitrairement, on a choisi de mettre F1 directement sur le long de l'axe des X. Okay, c'est un choix arbitraire. Donc, autrement dit, le F1 va être à un angle de 0 degré. Et en conséquence, F2 va être à un angle de 32 degrés. Parce que c'était bien dit ici que l'angle entre les deux forces était de 32 degrés. Donc, θ2 égale 32. Autrement dit, vous auriez pu, mettons, décider que θ1 allait être de 10 degrés, puis θ2 allait être de 42 degrés. Okay? Tant qu'il y aurait eu une différence de 32 degrés entre les deux. Mais ça aurait servi à quoi de mettre 10 degrés pour θ1? Ça aurait juste compliqué les choses, parce que ça vous aurait forcé à décomposer la force F1. Alors que si vous la mettez sur l'axe des X, ben vous n'aurez pas besoin de la décomposer. Donc, toujours utiliser la méthode la plus facile, la plus efficace possible. Troisième étape, j'identifie les formules qui pourraient m'être utiles. Donc, d'abord, je comprends que je dois décomposer mes forces. En fait, c'est la force F2, comme on a dit, qui devra être décomposée parce que c'est la seule qui est oblique. Alors, rappelez-vous ce que j'ai dit, une force oblique, c'est une force qui n'est pas directement verticale ni horizontale. Donc, la force 1 est horizontale, mais la force 2 est oblique. Donc, la force 2, il va falloir la décomposer. Alors, pour décomposer, on va utiliser toujours le même principe. La composante en X, c'est module fois cos de l'angle, et la composante en Y, c'est module fois sin de l'angle. Ces formules-là, en fait, sont toujours bonnes, hein? Ça va toujours être bon pour tous les problèmes. Aussi, à la fin, quand je vais vouloir trouver le module de ma force résultante, je vais devoir utiliser le théorème de Pythagore à partir de ces deux composantes et je vais devoir utiliser l'arc tangente pour aller chercher l'angle. Maintenant, l'étape 4, c'est que je fais la résolution du problème. J'applique les formules pour trouver les réponses. Alors évidemment, l'étape 4, c'est l'étape la plus importante. Alors, comme on a dit, quand on a une force oblique, vous devez
regardez votre DCL, ok? Vous devez vraiment avoir un radar, puis juste regarder, est-ce que j'ai une force oblique? Oui? Ok, je la décompose. C'est vraiment ça. Il faut vraiment que ça devienne comme un espèce de réflexe pour vous. Alors là, c'est la force F2 qu'il faut décomposer. Bon, ici, ils ont fait le calcul pour F1, mais c'est un calcul vraiment inutile, je dirais, parce que, dans le fond, ils multiplient par cos de 0 degré. Cos de 0 degré, ça vaut 1, en fait. Donc, 36.3 fois 1, ça donne 36.3, puis sin de 0 degré, ça donne 0, donc 36.3 fois 0, ça donne 0. Mais honnêtement, là, vous n'avez pas besoin de faire ces calculs-là. Ça ici, moi, je trouve que c'est inutile. Okay? Parce que c'est évident. On le sait que F1 est juste en X et il n'y a aucune composante en Y. Si c'est pas évident pour vous, à ce moment-là, oui, vous pouvez le faire. Okay? Il n'y a pas de problème. Mais ce qui est vraiment important, c'est de décomposer F2. Fait que son module 41 Newton fois cos 32 et 41 Newton fois sin 32 pour les Y. Et on trouve les valeurs et ensuite, on calcule dans le fond, les composantes du vecteur résultant. C'est-à-dire qu'on additionne les X ensemble, puis on additionne les Y ensemble. Sauf que là, ici, ils font comme je dirais, ils font deux étapes en une. Je trouve ça peut-être un petit peu mélangeant. Alors, personnellement, j'aurais tendance à le faire en deux étapes distinctes. Donc, si par exemple, on dit, on calcule la force résultante en X, ben, ça va être la somme de toutes les composantes en X. Fait qu'est-ce qu'on a en X? On a ça, puis on a ça. OK? Fait que 36.3 plus 34.8. Donc, ça donne un total de 71.1 Newton en X. Et si on le visualise sur le DCL, dans le fond, c'est ça ici, le F1X vaut 36.3, et F2X, qui est dans le fond la composante en X de F2, donc l'ombre qu'aurait le vecteur F2 sur l'axe des X, qui serait à peu près comme ça, lui, il vaut 34.8. Fait que la somme de ces deux-là, au total en X, on a 71.1 Newton. Fait que c'est comme de dire, au total, on pousse l'objet avec 71.1 Newton vers la droite. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a aussi une force de poussée qui est exercée vers le haut, donc vers les Y positifs, à cause de F2. Donc, on va aller calculer la force résultante en Y. Mais la force résultante en Y, en fait, c'est facile, puisque justement, il y a juste F2 qui agit en Y. Donc, c'est directement F2Y. Donc, 21.7 Newton. Mais vous pourriez aussi dire, ben, en fait, F1Y, c'est 0, comme vous voyez ici. Donc, c'est comme si je faisais 21.7 plus 0. Donc, bien entendu, ça donne 21.7 Newton. Fait que ça, c'est mes deux composantes. En X, au total, j'ai ça, puis en Y, au total, j'ai ça. Et là, j'applique le théorème de Pythagore avec ces deux composantes-là. Donc, autrement dit, 71.1 au carré plus 21.7 au carré, et j'extrais la racine, et c'est ça qui va me donner le module de ma force résultante, ici, 74.3 Newton. Ensuite, il reste à trouver l'angle, et on applique la même logique. Encore une fois, j'aime pas ça. Ils font les deux, ils font comme les... Encore, ils font deux étapes en une. Ils font l'addition, puis en même temps, ils font l'arctangente. Mais une autre raison pour laquelle je préfère le faire comme je l'ai montré ici, c'est que, remarquez, on a trouvé les composantes, puis après ça, on fait le calcul du module et le calcul de l'arctangente avec ces composantes-là. Tandis qu'ici, ils sont comme forcés de faire l'addition deux fois. C'est comme, ils font l'addition une première fois ici, puis après ça, ils la refont une deuxième fois pour faire le calcul. Mais non, c'est aussi bien la faire une fois de manière explicite. Fait que là, on trouve 71.1, puis après ça, on utilise carrément cette valeur-là dans les deux calculs. Dans le ici, pour le calcul du module, puis ici, pour le calcul de l'angle. Donc, pour trouver l'angle, θ est égal à arctan de la force résultante en Y sur la force résultante en X. Juste pour vous redire, là, ça, c'est pas du nouveau. Là. C'est exactement la même chose que ce qu'on faisait dans le chapitre sur l'addition vectorielle. Fait que si vous vous rappelez plus là, pourquoi c'est de ces formules-là ou pourquoi je fais ça, revoyez la vidéo sur l'addition vectorielle méthode algébrique.
Alors, en l'occurrence, ici, ma force résultante en Y, c'est 21,7 newtons. Et ma force résultante en X, c'est 71,1 newtons. Alors, ce calcul-là, avec l'arc tangente, me donne 16,97 degrés. Et je vais arrondir ça à 3 chiffres significatifs. Donc, 1, 2, 3. Le chiffre qui suit le 9, c'est 7. Donc, j'arrondis à la hausse. Fait que ça devient 0, puis ça devient 17,0. Donc, 17,0 degrés si j'arrondis à 3 chiffres significatifs. Et étape 5, je réponds clairement à la question. C'est quoi qui m'est demandé? C'est quoi le vecteur de la force résultante? Donc, j'ai besoin de dire 2 informations. Le module et le centre, et l'orientation. Donc, la grandeur de la force résultante exercée par les 2 astronautes est de 74,3 newtons, orientée à 17 degrés au-dessus de l'axe des X. On n'est pas nécessairement obligé de dire au-dessus de l'axe des X parce que par convention, l'angle, c'est toujours par rapport à l'axe des X. Donc, on pourrait juste dire la force résultante est de 74,3 newtons orientée à 17 degrés. Ça serait suffisant.